Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais simplement faire un petit survol. Il y en a qui appellent ça des capsules. Euh, donc, je voulais faire un petit survol en fait de ma dernière réception pour Warhammer, toujours de chez Chaos Project. Donc, qui sont les archives de l'Empire, le volume 2. Alors, les archives de l'Empire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compilation en fait de différentes de règles, de lieux, enfin de différentes choses fort intéressantes. Surtout dans celui-là parce qu'en fait dans le, enfin c'est pas qu'il est plus intéressant que le premier. Hein. Le premier en fait donnait beaucoup de choses sur les différentes régions. Là vous allez voir c'est autre chose. Et donc je voulais faire cette petite capsule en fait pour montrer à ceux qui ne connaissent pas à quoi s'attendre dans les archives de l'Empire dans le volume 2. Alors, en termes d'épaisseur du bouquin, il y a 95 pages, ce qui est exactement le nombre de pages du premier volume. Hein. Donc là, à ce niveau-là, c'est exactement pareil. Donc, ce que je vous propose, c'est de feuilleter ensemble la chose, et puis voilà. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il y a dedans. Donc, toujours la carte de l'Empire, moi j'aime beaucoup celle-là, elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on va surtout, il y a dans ce bouquin différents paragraphes et en fait deux vraiment gros morceaux que je trouve. Euh, vous allez voir. Alors, on commence déjà par l'or et la bouffe, donc on va vous parler des mercenaires ogres, comment ils se comportent, comment ils vivent au sein de l'Empire. Donc vous voyez, vous voyez comment engager un ogre sans mettre plein les joues, oui, parce que les ogres passent sur temps. En gros, la bouffe est une chose très importante. Je dois peut-être être un ogre aussi. Donc on va retrouver toujours aussi dans ce livre, vous voyez, les petites accroches, hein, marquées avec le hameçon. Les petites accroches, en fait, ce sont des petites idées de scénario que vous pouvez reprendre et puis développer pour votre campagne ou vos parties. Donc vous voyez, on parle des couteaux, des épées, la loi du plus fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oui, l'art sacré du combat de gladiateur. Donc on va parler un peu de tout, comment vivent les ogres, avec effectivement, là vous avez deux pré-tirés, enfin non pas deux pré-tirés, deux NPC avec leur historique. Mais le gros morceau, et pour un ogre c'est bien, c'est justement, vous avez toutes les règles pour pouvoir créer un personnage ogre. Et donc, on reprend, c'est exactement comme dans le livre de base, au niveau de l'organisation. Vous voyez, vous avez son point de vue vis-à-vis des autres races impériales. Vous avez le tableau des races aléatoires qui a été remanié en rajoutant les ogres dedans, hein, par rapport à celui du livre de base où vous ne pouviez pas jouer un ogre. Pareil pour les classes et les carrières. Hein. Vous avez toutes les carrières que peuvent embrasser un ogre. La table des mutations, hein, bien sûr, elle est différente. Donc là, un ogre mute de 1 à 10 sur son corps et de 11 à 100 sur son esprit. Vous avez les ogres au travail, alors en fonction des métiers qui sont dans cette classe-là, on va vous donner par exemple, deux, trois bricoles. Par exemple, le saltimbanque. C'est ça, à Warhammer, on peut jouer à saltimbanque ogre, ce qui est quand même extraordinaire. Presque tous les saltimbanques ogres sont des colosses ou des lutteurs professionnels qui impressionnent le public par leur prouesse physique. Donc, les ogres sont particulièrement friands d'une bonne histoire, mais étant donné qu'ils sont presque tous illettrés, les récits sont leur seule manière de relater le passé, à l'exception de quelques pictogrammes rudimentaires. Et vous avez ça pour, en fait, toutes les professions, hein, donc une petite description vraiment appliquée pour le personnage, pour le PJ ogre. Vous avez son tableau des attributs, donc un ogre par exemple c'est 2d10 plus 35 en force, hein. Donc voilà, tableau des attributs de départ, les compétences et talents avec un nouveau trait, le vice, parce que les ogres ont toujours des vices, et oui, le tableau de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, etc., etc. Et même en fait de quoi générer un nom ogre. Les titres ogres et les noms de clans. Donc on a vraiment tout de quoi vraiment créer complètement un ogre de A à Z et comment le développer par l'expérience. On a tout dans le bouquin et ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? On a quelques exemples de personnages ogres. Voilà, donc on vous donne
ajouter des ogres en une campagne en cours. Donc là, on va vous donner comment dire, des conseils pour parce que vous avez peut-être une campagne en cours et tout d'un coup, il y a un joueur qui veut peut-être jouer un ogre, et ben on vous donne quelques conseils comment l'intégrer. Les armes particulières pour les ogres, parce qu'effectivement, la grande massue ogre, il n'y a qu'eux qui vont pouvoir l'utiliser. C'est bonus de force plus 6 de dégâts, elle est dévastatrice en plus. Ce que j'aime beaucoup, c'est le canon crash plomb. Alors là, c'est carrément l'ogre qui tient un canon. Vous l'avez ici, le dessin du canon crash plomb. Et si vous voulez jouer un lanceur de sort ogre, vous avez aussi un nouveau domaine, le domaine de la gueule, le bouffe-crâne, le broyeur d'os, le troll boyau, etc. Et on termine cette partie-là par des professions spécifiques pour les ogres, le mangeur d'hommes. Alors le mangeur d'hommes, c'est pas forcément... c'est pas un, comment dire, c'est vraiment un mercenaire en fait. Le gardien de troupeau Rhinox, le boucher ogre, vous voyez quelques professions spécifiques aux ogres. Donc vous avez du quoi. Donc ça c'est la grosse partie du bouquin, enfin une des grosses parties du bouquin pour jouer un personnage ogre. Ensuite, alors comme je vous ai dit, c'est une compilation de différents sujets. Et là, qu'est-ce qu'on a comme sujet? On a les signes astro. On vous donne tout un tas de règles qui sont optionnelles. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de les appliquer pour déterminer le signe astrologique de votre personnage et en fonction de ce qu'il a. Donc là, vous avez son signe astrologique, vous allez voir après, et ses effets. Alors, par exemple, le premier va donner plus 2 en sociabilité, plus 2 en initiative, moins 3 en intelligence. Il y a toujours un bonus et un malus dans un signe astrologique. Alors après, libre à vous de l'utiliser ou pas, vous avez tous les signes qui sont là avec leur représentation dans le ciel. Voilà, donc comment intégrer effectivement l'astrologie dans l'Empire? On vous explique le collège céleste, les astrologues, dans les classes sociales, dans l'art, comment l'astrologie est perçue et vue, utilisée. Et voilà. Donc ça, c'est petit paragraphe peut être intéressant si vous voulez amener l'astrologie dans vos parties. Un autre truc que je trouve très chouette, qui manquait un peu à Warhammer, enfin en tout cas dans la version 4, c'est les objets magiques. Et là, vous allez avoir de quoi. Comment on peut trouver un objet magique, comment on peut commander un artefact magique. Comment l'identifier? Vous avez des étapes, vous avez des règles pour protéger la réputation des sorciers, le temps et l'argent, combien ça va vous coûter, le produit fini, voir qu'est-ce qui se passe, et oui, si vous le créez vous-même, on vous dit quel test appliquer, et voir ce que ça donne en fonction du succès. Si c'est un succès stupéfiant, c'est une œuvre d'art, c'est incroyable. Si c'est un échec stupéfiant, en fait, la magie que vous allez mettre dedans, elle va vous péter à la poire. Mais bon, vous pouvez avoir des personnages joueurs qui créent des objets magiques, mais à mon avis, ça doit rester assez rare. D'ailleurs, on vous explique bien que comment commander un artefact magique, et là, on vous dit que c'est jamais une chose facile, car les sorciers compétents sont sollicités en permanence et sont amenés même ça peut être un sujet d'aventure d'aller rencontrer un sorcier pour lui commander un objet magique. Qu'est-ce que vous avez là? Alors, vous avez les particularités et les malédictions quand vous... Alors, vous avez tout un truc pour générer des objets magiques à la volée. Ou pas. Mais en tout cas, vous avez tout un tas de tables. Vous avez les particularités et les malédictions, parce que des fois, les sorciers sont facétieux et mettent des malédictions dans les objets que vous trouvez. Alors, on vous explique que, sauf dans les bâtons, ça doit être un accord tacite de profession. Les bâtons magiques ne sont jamais maudits. Les armes magiques, donc en fait, là, vous avez par contre les particularités et les malédictions. Alors, vous avez des trucs qui sont sans trop d'importance, mais des trucs qui peuvent être un peu pénible. L'artefact a été créé par un ermite qui refuse le contact et qui compte dans la nature solitaire a légèrement affecté l'objet. Les tests impliquant cet objet, lorsque d'autres personnes sont présentes, en -1 DR. C'est un peu chiant. Vous avez l'objet vampirique, par exemple, ou alors il a absolument aucune particularité et malédiction.
Les atouts des armes magiques, pareil, vous avez une table aléatoire pour déterminer en fait des atouts magiques à votre objet, votre artefact. Le tableau des histoires magiques, c'est des histoires des armes magiques. J'aime bien, par exemple, elle a été brandie par un tyran, elle est tristement célèbre, c'est un héritage, etc. Donc là, j'aurais bien aimé en fait une table un peu plus conséquente, parce que ça, c'est des choses que j'aime bien. Les atouts des munitions magiques, les enchantements temporaires, euh, on vous parle aussi des armures magiques, la taille de l'armure, ah oui, parce qu'on oublie toujours, hein, quand on trouve une armure, on se dit, bah voilà, vous avez trouvé une armure, mais elle est de quelle confection? Elle est confection naine, confection elfe, confection humaine? On ne sait pas. Et on vous explique bah, qu'il va falloir peut-être l'ajuster, etc. Et bon, voilà, vous avez tout ça. Les atouts des armes magiques, toujours une table aléatoire. Il y a plein de tables aléatoires dans ce bouquin sur les armes magiques. Les boucliers, les parchemins, les bâtons, les baguettes. Et vous faites à peu près tout le tour. Et on termine par les anneaux, les talismans et les objets insolites. Alors les objets insolites, j'ai pas trop lu. Qu'est-ce qu'on a? On a les bottes d'anti-pistage, par exemple, et pas anti-pastille. Le briquet de Daz, etc. Les sables de protection. Donc en fait, vous avez toutes les... tous les objets magiques, comment on crée, comment on crée en tant que maître de jeu, mais éventuellement en joueur également. Et là, on arrive sur un... C'est marrant parce qu'en fait, on passe des objets magiques, des ogres, à quelque chose de complètement différent. Et là, on parle du grand hospice. Alors, le grand hospice, qu'est-ce que c'est? Je vous avoue que je n'ai pas trop lu en détail encore, hein, je n'ai pas eu le temps, mais je voulais vous présenter un peu le bouquin comme ça. Donc là, on va vous présenter un lieu qui est le grand hospice, en fait, sur la route entre Aldorf et Middenheim, avec tous les PNJ, vous voyez, avec ses cartes, avec des idées d'aventure, avec le personnel, avec ses PNJ. Alors, je vous avoue que j'ai pas lu, hein, comme je disais. Voilà. Donc, le grand et vous avez aussi les patients, donc qui peut vous donner quand même pas mal d'idées pour des scénarios un peu différents. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le grand hospice. On arrive à un autre sujet encore complètement différent, comme je dis, donc une compilation de règles, de lieux, de choses hétéroclites, on va dire, dans ces archives de l'Empire, le volume 2. Alors là, on arrive à un chapitre, en fait, qui s'appelle le théâtre de guerre. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux de rôle, c'est qu'on a des règles de combat de masse, comment régler, en fait, une grande bataille, un combat, enfin, une bataille rangée. Et là, vous allez avoir toutes les règles. Alors, comme je disais, il faut que je lise ça en détail, parce que, bon, bah, c'est un peu casse-gueule, en général, dans les jeux de rôle, il y en a qui sont vraiment bien faits, d'autres moins. Donc, celui que j'avais adoré, c'était dans Brigandine. Il était vraiment bien foutu, toutes les règles pour le combat de masse. Donc là, nous avons des règles pour le combat de masse à Warhammer V4. Donc vous avez la puissance de la bataille, hein, vous avez un tas de trucs. Après, vous avez comment l'armée est équipée, qu'est-ce qu'elle a comme type d'unité. Hein. Tout ça, ça va vous donner des trucs. On va voir les activités de la bataille, la planification, rassembler les forces, le repérage, etc., etc. La bataille en elle-même, avec des scènes cinématiques à mettre en place, où on vous conseille d'ailleurs que les joueurs soient impliqués dans une ou deux. Hein, on ne va pas jouer individuellement toute la bataille par joueur, hein, bien entendu, mais on va leur faire jouer quelques scènes cinématiques. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple la charge, la pluie de flèches, motivation. Ouais, motivation, en fait, c'est rallier ses unités, la protection, tenir sa position, etc. La percée. Des conseils, des directives, comment jouer ces fameuses scènes cinématiques dans la bataille. Ici, donc les machines de guerre, hein, comment elles vont être... vous avez des trucs, canon à répétition, feu d'enfer. Ouais. Dégâts plus 14. Ouais. Les protections, les barricades,
les facteurs environnementaux pour la bataille. Alors je vais regarder ça en détail parce que moi j'adore ça, donc j'espère que c'est bien foutu. Mais en tout cas, vous retrouvez ça dans les archives de l'Empire, le volume 2. Et puis je crois que là, on arrive au bout, avec des annexes, les troubles psychologiques. Si vous pouvez avoir des troubles donnés à vos persos si vous ne les avez pas assez embêtés, en plus des blessures, des critiques, des trucs cassés, poumons perforés ou pas, des troubles psychologiques, si ça vous amuse, ça les amusera un peu moins, je pense. Phobie du noir, animosité, haine, trauma, comment gérer tout ça. Voilà, et là on arrive à l'index final, et de nouveau la carte de l'Empire. Voilà, donc comme je disais, 95 pages, 30 balles, 31 balles, 32, 31,90, hein, 32, pour ces archives de l'Empire, le volume 2. Donc voilà, j'ai terminé mon survol succinct. C'était juste pour vous donner une idée du contenu, si ça vous intéresse ou pas. J'en ferai une lecture plus détaillée et je vous en ferai un retour dès que possible. Eh bien, écoutez, les amis, merci beaucoup. Bon jeu, portez-vous bien et à bientôt.